En juillet 1944, sur la côte 192, située légèrement à l'est de Saint-Lô, dans la région du Bocage normand. En tant que parachutiste allemand de la 3e division de Fallschirmjäger, défendant cette position, vous auriez déjà une longue expérience du combat. Ayant participé aux batailles de Cassino et en Russie, vous connaissiez intimement le bruit des tirs d'artillerie. Vous en compreniez l'impact. Vous connaissiez les protocoles établis, mais en juillet 1944, ces protocoles avaient cessé d'être efficaces. Une entrée dans les archives historiques officielles américaines est si particulière, si statistiquement improbable qu'à première vue, on la prend pour une erreur. La 2e division d'infanterie, une seule unité américaine, menait jusqu'à 20 bombardements d'artillerie synchronisés chaque nuit, visant la côte 192. Il ne s'agissait pas seulement de 20 obus individuels ou de 20 brèves salves, mais plutôt de 20 missions de tir précisément coordonnées, chacune comprenant plusieurs bataillons de pièces d'artillerie. Leurs tirs avaient lieu pour des raisons incompréhensibles pour tout commandant allemand, visant fréquemment des endroits dépourvus de personnel ennemi. Ils frappaient fréquemment des haies que les forces américaines avaient déjà neutralisées avec l'artillerie la veille au soir, et des routes où personne n'était présent. Le général William Sands, commandant de l'artillerie de la 29e division d'infanterie, a documenté dans les archives historiques de son unité qu'au cours d'une journée de la mi-juillet, ces batteries ont exécuté 459 missions de tir, dépensant plus de 13 000 projectiles en 24 heures. Une seule colline, une seule journée, 13 000 obus d'artillerie. Par la suite, lorsque la reconnaissance aérienne américaine a survolé la côte 192, le paysage semblait si ravagé par les cratères d'obus qu'un officier américain, cité dans les rapports divisionnaires officiels, a fait remarquer que d'en haut, la colline ressemblait à une couverture rongée par les mites. Pour un officier d'artillerie allemand, dont la formation adhérait à la Truppenführung, le manuel de campagne vénéré de la Wehrmacht, de telles actions n'étaient pas de la guerre. C'était de la pure folie. Cela représentait un mépris total des principes fondamentaux du déploiement d'artillerie. Chaque projectile tiré par un canon allemand était méticuleusement calculé, précisément ciblé et soigneusement conservé. Chaque obus dépensé avait une cible spécifique prévue. Chaque tir d'une arme était un échange délibéré. Pourtant, les Américains dépensaient des munitions avec une insouciance folle, tirant des obus dans le feuillage, dans la boue et apparemment dans le vide. Observant cela depuis leur position en face de la côte 192, les commandants allemands sont arrivés à un jugement dicté par leur doctrine militaire. Les forces américaines manquaient de compétences. Ils les percevaient comme extravagants, tirant sans cible claire, et comme des troupes qui n'avaient pas appris la précision. Leur évaluation était erronée. Cette affirmation élucide l'ensemble du front de l'Ouest après 1944, une vérité largement incomprise par la plupart des Allemands. Les Américains ne gaspillaient pas leurs munitions. Les forces américaines ne rataient pas leur cible prévue. Elles avaient simplement cessé de viser. Pour comprendre pourquoi une armée pouvait dépenser 13 000 projectiles en une seule journée sur une colline où la majorité raterait tout soldat ennemi, et pourquoi cela ne représentait pas une folie, mais la stratégie d'artillerie la plus méticuleusement élaborée du conflit, nous devons d'abord considérer une réalité économique fondamentale. Cette vérité fondamentale a influencé chaque choix de la Wehrmacht concernant les pièces d'artillerie. Une vérité que les Américains ont réussi à démanteler dès 1944. Leur succès à surmonter cette contrainte a brisé un concept inimaginable pour les Allemands, car leur capacité industrielle n'aurait jamais pu soutenir une telle approche. Le récit de ce développement ne concerne pas seulement l'armement. Il illustre plutôt les limites de ce qu'une force armée peut réellement maintenir. Section 1. Les calculs stratégiques de l'Allemagne. Tout officier d'artillerie allemand servant à partir de 1941 pouvait se souvenir sans effort d'un chiffre précis. 50. Ce chiffre représentait le nombre approximatif d'obus qu'une batterie d'artillerie lourde allemande sur le front de l'Est pouvait espérer posséder par canon fin 1941. Seulement 50 obus pour des engagements prolongés. Si vous défendiez une position contre des vagues successives d'attaques russes, ces 50 obus ne laissaient que quelques minutes avant que les canons ne refroidissent
et que votre équipage ne se retrouve avec des machines inertes, de l'acier absolument incapable de les protéger. En 1944, cette quantité n'avait connu aucune amélioration. En fait, elle s'était souvent détériorée. La réalité fondamentale de l'artillerie allemande pendant la Seconde Guerre mondiale, une vérité autour de laquelle les principes opérationnels de la Wehrmacht, l'entraînement et les chaînes d'approvisionnement étaient entièrement construits, était celle d'une grave pénurie. Une équipe d'artillerie allemande manquait constamment de munitions suffisantes. Une batterie allemande avait toujours trop peu de canons. Un régiment allemand luttait perpétuellement avec un nombre insuffisant de chevaux pour transporter ses pièces d'artillerie existantes. Ce dernier point revêt une importance plus grande qu'il n'y paraît au premier abord. En 1944, la majorité de l'artillerie allemande en Normandie dépendait de la traction hippomobile. Ce n'était pas 1918, mais bien 1944. La force militaire la plus technologiquement sophistiquée d'Europe, l'armée même responsable d'avoir été pionnière de la fusée V2, du chasseur à réaction et du premier fusil d'assaut, transportait ses canons lourds en utilisant la même puissance animale qui avait autrefois propulsé l'artillerie de Napoléon vers Moscou. Hans Eberbach, historien et général allemand qui a dirigé la 5e armée blindée contre les forces britanniques en Normandie, a documenté la composition réelle de son artillerie. Ce compte-rendu a été fait pendant l'une des campagnes les plus cruciales du conflit. Ces pièces d'artillerie, comme il l'a noté, comprenaient des armements provenant de toutes les nations européennes importantes. Cela incluait des canons français saisis en 1940 et des canons tchèques pris en 1939. De plus, de l'artillerie russe capturée sur le front de l'Est était présente. Une partie de son armement remontait même à la Première Guerre mondiale. La tâche de se procurer des munitions adaptées à chaque type distinct, de s'assurer que les obus correspondaient à leurs canons respectifs et de maintenir des tables de tir précises, Eberbach a qualifié cette situation de catastrophe organisationnelle. Les historiens militaires ont constamment fait écho à cette évaluation depuis lors. Par conséquent, la stratégie d'artillerie de la Wehrmacht n'a pas été formulée par des individus qui s'attendaient à des ressources abondantes. Au lieu de cela, elle a été développée par ceux qui considéraient chaque projectile comme potentiellement le dernier. Leur doctrine opérationnelle, formellement documentée dans la Truppenführung, était sans ambiguïté. Le guide stipulait que l'artillerie devait être employée avec une agilité considérable pour maximiser son impact. Chaque tir devait remplir un objectif spécifique. Initialement, les engagements de contre-batterie étaient prioritaires pour neutraliser l'artillerie adverse. Ensuite, les cibles menaçant l'infanterie étaient traitées. Enfin, les centres de commandement ennemis étaient soumis à des tirs de harcèlement. C'était une approche systématique et hiérarchique conçue pour garantir la valeur de chaque obus, étant donné que chacun pouvait potentiellement être le dernier. Cette doctrine particulière a produit un résultat intrinsèquement impressionnant. L'artillerie allemande, lors de l'engagement, a démontré une précision exceptionnelle. Cela impliquait des cibles prédéterminées, des coordonnées dérivées de relevés et des techniques de réglage méticuleuses. Une équipe d'artillerie allemande était capable de faire atterrir ses premiers tirs de réglage dans un rayon de 50 mètres, à une distance de 10 km. Les forces américaines ont saisi des tables de tir allemandes pendant le conflit et les ont examinées avec un respect professionnel considérable. La précision était indéniable. Pourtant, pour une telle précision, les Allemands avaient fait un compromis. Sacrifier la vitesse et l'adaptabilité. Leur système d'artillerie nécessitait des coordonnées de tir prédéterminées. Ainsi, tout nouvel objectif, en particulier celui qui apparaissait brusquement d'une direction imprévue, exigeait 10 à 15 minutes de calcul méticuleux avant que tout bombardement efficace ne puisse commencer. En temps de guerre, 10 minutes semblent une éternité. Ces mêmes 10 minutes peuvent faire la différence entre intercepter une formation exposée à découvert ou observer sa retraite vers des positions dissimulées. De plus, il y avait la question des engagements de contre-batterie. Les unités d'artillerie allemandes, comme le documentent les registres officiels américains, ont montré ce que les Américains ont appelé une constance monotone, démontrant une réticence à participer aux échanges d'artillerie.
À l'arrivée des tirs de contre-batterie américains, les canons allemands cessaient généralement de tirer. Ce comportement ne venait pas de la timidité, mais d'un calcul stratégique. Si une unité d'artillerie allemande épuisait ses précieuses munitions lors d'une confrontation directe, elle manquerait des ressources nécessaires pour sa mission principale. Lorsque l'infanterie ennemie avançait, il était préférable de se cacher, de préserver et d'attendre le moment opportun où l'impact de chaque projectile serait crucial. Cette expérience cumulative a façonné les officiers d'artillerie allemands qui, en 1944, tout au long de leur carrière professionnelle, avaient été rigoureusement formés à un principe fondamental. Ne rien gaspiller, viser précisément, compter chaque tir. Après la bataille des Ardennes, un major allemand fut interrogé. Lorsqu'on lui demanda de caractériser l'expérience d'être la cible de l'artillerie américaine, son témoignage souligna à plusieurs reprises une observation simple. Les Américains tiraient leurs armes sans objectif spécifique. Selon lui, cela n'indiquait pas la puissance, mais plutôt un manque de compréhension de la part de leurs officiers supérieurs. Ils ne parvenaient pas à comprendre leurs actions. Il interprétait l'approche américaine uniquement à travers le cadre fourni par sa propre doctrine militaire. Cependant, sa doctrine manquait d'un élément crucial, qui n'était ni un armement, ni une stratégie. C'était en fait l'essence fondamentale de la méthodologie américaine. Car, au-delà des haies, à quelques centaines de mètres à travers le terrain du bocage, les Américains dépensaient 13 000 obus par jour sur une colline déserte. Et leurs actions n'étaient pas dues à une visibilité réduite. Au lieu de cela, ils agissaient sur la base d'une décision doctrinale selon laquelle même un projectile ne causant aucune victime pouvait néanmoins servir un but précieux. Pour comprendre ce but, nous devons examiner les instructions réelles données à un artilleur américain lorsqu'il activait un obus complètement dépourvu de cible spécifique. Deuxième partie, la solution américaine. Il existe un terme militaire que l'armée américaine a formellement intégré à sa doctrine officielle pendant la Seconde Guerre mondiale. Un terme largement inconnu du grand public. Le tir de harcèlement et d'interdiction, ou tir HI. Ces trois mots résument ce qu'un commandant allemand observant l'artillerie américaine en Normandie aurait qualifié de gaspillage incompréhensible de ressources. Inversement, un colonel américain positionné derrière les lignes de front, équipé d'une carte de direction de tir, l'aurait identifié comme une tactique préplanifiée, intentionnelle et officiellement documentée, avec sa propre allocation dans le budget des munitions. C'est le concept fondamental, remarquablement simple. Si simple en fait que seule une nation industrialisée pouvait l'adopter pleinement. L'objectif n'est pas d'éliminer l'adversaire à chaque tir, c'est de le démoraliser. Considérez une intersection routière située à 12 km derrière les lignes de front allemandes. Aucun observateur n'est présent à ce carrefour. Vous êtes incapable de confirmer visuellement qui l'utilise. Cependant, vous savez, comme tout commandant compétent le saurait, que les forces allemandes sont contraintes de transporter des provisions par cette intersection pendant les heures nocturnes. Des provisions telles que de la nourriture, des munitions, des renforts, des fournitures médicales et du carburant. Maintenant, imaginez déployer un obus sur cette jonction à 2h23. Il n'y avait pas de cible spécifique, simplement un obus unique suivi d'un autre à 3h07, puis un autre à 1h18 et encore un autre à 5h12. Ce n'était ni un bombardement soutenu, ni un assaut concentré, ni même une attaque. Pendant des heures, un seul obus tombait, à intervalles imprévisibles, toutes les quelques minutes. Quel sort attend le convoi de ravitaillement allemand prévu pour traverser cette intersection ce soir? Soit il reste immobile, soit il avance seulement pour perdre un véhicule et s'arrêter. Alternativement, il pourrait être contraint de faire un détour sur un chemin plus long, doublant ainsi son temps de trajet. Peut-être que le chauffeur, épuisé après 36 heures sans sommeil à cause d'un harcèlement similaire à un autre carrefour, s'endort au volant. Ou le chariot de ravitaillement n'atteint pas le bataillon avancé, les laissant sans nourriture pour le lendemain. Demain, à 15 heures,
Les soldats dans leurs abris auront enduré 2 jours sans nourriture, tremblant des effets combinés du froid et de la faim. Pas un seul de ces soldats allemands n'est touché par un obus américain, pas même un seul. Pourtant, chacun d'entre eux a été affaibli par l'artillerie américaine, tout aussi efficacement que si un obus avait directement touché leur position. La doctrine officielle de l'armée américaine appelait cela un multiplicateur de force. En termes simples, la victoire ne nécessite pas de coup direct sur le personnel. C'était le spectacle qui se déroulait devant les Allemands positionnés en face de la colline 192. Les Américains ne visaient pas de cible spécifique. Au lieu de cela, ils ciblaient le repos des soldats allemands, leur faim, leur résilience psychologique et leur conviction que la guerre obéissait aux règles prévisibles qu'ils avaient apprises à l'entraînement. La Wehrmacht ne possédait aucune contre-mesure contre cette tactique. Même s'ils avaient voulu la reproduire, il manquait des obus d'artillerie nécessaires. Bernie Pyle, un correspondant de guerre qui a passé plus de temps avec les unités d'infanterie américaines que tout autre reporter pendant le conflit, a rédigé un rapport qui a parfaitement résumé la période où les soldats américains ont commencé à saisir le véritable potentiel de leur artillerie. Ces mots, couchés sur le papier en 1943, véhiculaient un sens remarquable de l'euphémisme. Pyle a observé que l'artillerie américaine avait atteint un niveau d'efficacité extraordinaire. La déclaration précise qu'il a citée, qui a résonné auprès de millions de lecteurs de journaux américains, était que les officiers américains avouaient posséder une abondance d'armement, plus qu'ils ne pouvaient en utiliser efficacement. Dans n'importe quel secteur donné, chaque pièce d'artillerie pouvait être précisément dirigée vers un seul endroit. Selon Pyle, des soldats allemands expérimentés ont admis n'avoir jamais rien rencontré de comparable. Plus de canons que nous ne savons quoi en faire. Considérez cette déclaration en 1943, au milieu de la guerre. Elle ne décrit certainement pas une armée confrontée à des pénuries de munitions. Une telle déclaration ne reflète pas une armée conservant méticuleusement ses munitions. Elle illustre plutôt la perspective d'une nation dont la production industrielle fabriquait des obus de 155 mm à un rythme étonnant de 567 000 par mois. Sur la colline 192, l'exécution nocturne par la 2e division d'infanterie de jusqu'à 20 missions de temps sur cible n'était pas pour le spectacle. C'était une doctrine fondamentale. Le principe fondamental était clair. L'infanterie allemande ne devait jamais être autorisée à se reposer, ne jamais se ravitailler sans subir de pertes, et ne jamais être autorisée à oublier, même pour quelques instants, qu'elle était attaquée. La description du tir de harcèlement par l'encyclopédie militaire américaine est remarquablement franche quant à ses effets. Il empêche le sommeil, obstrue le ravitaillement, conduit progressivement à l'effondrement psychologique et aboutit finalement à ce que les manuels militaires appellent une réaction dissociative, résultant d'une fatigue et d'une terreur extrême. Les Allemands occupant ces trous de tirailleurs sur la colline 192 n'étaient pas bombardés parce que les Américains croyaient qu'ils étaient présents. Au lieu de cela, les Allemands étaient soumis à des tirs d'obus sur la simple possibilité de leur présence. Car s'ils étaient bien là, ils pourraient avancer. S'ils avançaient, ils pourraient lancer un assaut. Et s'ils n'étaient pas dérangés par les tirs, ils pourraient trouver du repos. Un soldat allemand bien reposé représentait une menace significative, tandis qu'un soldat épuisé n'était qu'à moitié efficace. Voici le détail crucial qui transforme tout ce scénario de particulier à véritablement effrayant. Le centre de direction de tir américain n'avait pas besoin d'un observateur avancé pour surveiller chaque mission. Le FDC possédait déjà les coordonnées et les références de grille nécessaires. Le FDC était équipé de tables de tir précalculées tenant compte de toutes les variables imaginables. Conditions de vent, usure du canon, température ambiante et humidité. Une batterie d'artillerie américaine en Normandie était capable de délivrer des munitions à une référence cartographique spécifiée en moins de 3 minutes à partir de la demande initiale. En revanche, une batterie allemande, opérant depuis des positions préétablies, nécessitait entre 10 et 15 minutes pour engager une cible non prévue. Les Américains ont démontré une vitesse et un volume de tir supérieurs, ciblant des emplacements qu'un artilleur allemand n'aurait jamais envisagé d'engager. Pour un artilleur allemand,
Tirer des obus dans un champ inoccupé constituait un manquement au devoir professionnel. Pour les officiers allemands subissant ce bombardement, l'évaluation la plus précise qu'ils pouvaient offrir était « Les Américains ont abandonné leurs standards professionnels. Ils avaient cessé les tirs d'artillerie, s'engageant dans une activité différente. Leurs actions alternatives n'étaient pas le résultat d'une incompétence. Cela représentait l'avancée militaire la plus significative sur tout le front occidental. Son succès reposait sur un facteur que les Allemands étaient totalement incapables d'égaler, de reproduire, ou même de concevoir, malgré tous leurs efforts. Les parachutistes, tels que les Fallschirmjäger qui ont défendu la colline 192 et ont péri sous des tirs d'artillerie invisibles et des obus non ciblés, méritent d'être commémorés par leurs adversaires. Chaque j'aime sur cette vidéo contribue à ce que le récit de cette colline atteigne un public plus large. Cela ne coûte rien. Pourtant, son importance est disproportionnellement élevée. L'élément avec lequel les Allemands ne pouvaient pas rivaliser n'était ni une arme à feu, ni un projectile explosif. C'était une entité traversant le paysage français fin août 1944. Les Allemands étaient totalement inconscients de son approche, car ils ne pouvaient pas concevoir l'existence d'une telle création. Voici la troisième partie, le fleuve d'acier. Cela a commencé le 25 août 1944. Un réseau logistique a commencé ses opérations sur les routes de l'ouest de la France, sans précédent dans l'histoire militaire. Officiellement nommé le Red Ball Express, il comprenait près de 6000 véhicules de transport. Il s'agissait principalement des camions de transport GMC de 2,5 tonnes, affectueusement appelés par les Américains le Deuce and a Half. Ce convoi opérait continuellement, jour et nuit, le long d'un chemin exclusif depuis Cherbourg, se dirigeant vers les lignes américaines en progression. Les véhicules civils n'étaient pas autorisés à utiliser ces routes. Pendant sa période la plus active, il transportait environ 12 500 tonnes de provisions par jour. Sur sa période opérationnelle de 83 jours, il a fourni plus de 412 000 tonnes de carburant, de munitions, de rations et de composants à 28 divisions américaines en mouvement. Cela représentait 12 500 tonnes par jour, dont une partie substantielle était constituée d'obus d'artillerie. Sachant qu'un seul obus de 155 mm pèse 95 livres, les implications sont claires. De plus, les soldats afro-américains constituaient les 3/4 des chauffeurs. Au sein d'une armée ségrégée qui a largement interdit aux personnes noires les postes de combat tout au long de son histoire, le Red Ball Express était principalement opéré, approvisionné, vidé et entretenu par du personnel auparavant jugé inapte au service de première ligne. À ce titre, ils sont devenus le facteur primordial permettant à la ligne de front de soutenir le combat. Maintenant, comparez ce fleuve d'acier avec les ressources dont disposaient les Allemands. Nous avons précédemment examiné l'arsenal d'Eberbach, qui comprenait des armements de toutes les nations européennes. Cependant, l'état logistique de l'Allemagne en 1944 allait au-delà des simples déficiences d'équipement. La Wehrmacht sur le théâtre occidental, comme l'indiquaient les rapports des services de renseignement américains et les analyses ultérieures, dépendait de transports hippomobiles pour une part considérable de son transport d'artillerie. Des rapports indiquaient que certaines unités d'infanterie allemandes dans les Ardennes fin 1944 possédaient plus de chevaux que de soldats pour le réapprovisionnement en munitions. Un cheval est capable de transporter environ 1 tonne de fret, nécessite de la nourriture et progresse à une vitesse de marche. Bien qu'étant une créature magnifique, un cheval devient un désavantage majeur lorsque l'adversaire dispose de 6000 camions transportant 12 500 tonnes par jour. Considérez la production manufacturière américaine. Rien qu'en mai 1942, les usines américaines ont fabriqué 567 000 obus d'artillerie de 155 mm, près de 600 000 obus d'un seul calibre. En revanche, en 2023, même avec toute la puissance manufacturière des États-Unis concentrée sur cette question, le Pentagone ne produirait que 28 000 obus de 155 mm par mois. Ce chiffre n'est pas une erreur. Un seul mois en 1942 a produit plus d'obus de 155 mm que 2 ans de production industrielle américaine au niveau de 2023. C'était une réalité que les Allemands n'ont pas réussi à saisir. Et en fait,
étaient incapables de saisir, car la comprendre nécessitait d'embrasser un principe fondamental que leur doctrine de commandement militaire, Truppenführung, ne pouvait tout simplement pas accueillir. À savoir que la guerre n'est pas principalement une compétition d'exactitude, mais plutôt une lutte de volume pur et de flux continu. L'approche américaine de l'artillerie, englobant les tirs de harcèlement, les barrages d'interdiction, les opérations time on target visant des collines désertes, les 20 TOTS tirés chaque nuit sur la colline 192 et la dépense de 13 000 obus en une seule journée. Chaque aspect de cette stratégie reposait sur la prémisse que les munitions fonctionnaient comme un fleuve continu et non comme un réservoir fini. Un fleuve provenant des usines de fabrication américaines, traversant l'Atlantique via des convois américains, passant par Cherbourg, puis via le Red Bull Express, et atteignant finalement les unités d'artillerie américaines stationnées en Normandie, en Belgique et en Allemagne. Lorsqu'on s'approvisionne à partir d'un flux inépuisable, la notion de gaspillage ne s'appliquait tout simplement pas. Un tel concept n'est pertinent que dans un système dépendant de réserves finies. Aux Archives nationales, une photographie représente 3 artilleurs américains du 28e bataillon d'artillerie de campagne, 8e division d'infanterie, positionnés à côté d'un obus de 155 mm. L'obus porte un message, peint en blanc, pour Adolphe. Malheureuse nouvelle année. Avec des sourires, ils se préparent à lancer cet obus en Allemagne, ajoutant même des plaisanteries à sa surface. Un machiniste de Pennsylvanie n'a passé que quelques heures à fabriquer cet obus. Les 3 soldats à ses côtés comprennent qu'une fois qu'ils auront tiré sur la corde de mise à feu, un autre obus sera livré par camion avant même que le canon n'ait eu le temps de refroidir. Un tel comportement était totalement inhabituel pour une équipe d'artillerie allemande sur le front russe en 1941. Une équipe de canonniers allemande y disposait en 1941 de seulement 50 obus par canon. Et on n'aurait certainement pas inscrit de blague sur la dernière munition d'une réserve aussi limitée. Dans son autobiographie « Une vie de général », le général Omar Bradley a détaillé les circonstances logistiques de la fin de 1944. Lors des manœuvres offensives, chacune de ces 28 divisions utilisait quotidiennement environ 700 à 750 tonnes de provisions. L'utilisation quotidienne totale s'élevait à environ 20 000 tonnes. Ce chiffre était primordial dans l'esprit de chaque commandant américain en Europe. Non pas le nombre de troupes, mais le volume pur, en tonnes. Ici, le scénario complet finit par se concrétiser et devient clair. Un officier allemand observant les Américains bombarder un champ vide le percevait comme un gaspillage, car il effectuait un calcul mental. Un officier bien entraîné au déploiement des troupes et au tir se serait demandé: quel a été le coût de cet obus? Qu'a-t-il éliminé? Quel est le rapport d'efficacité? Inversement, lorsqu'un commandant de batterie américain a tiré des munitions sur ce même champ vacant, son calcul était fondamentalement différent. Qu'est-ce que ce projectile a empêché l'adversaire de faire? Qu'a-t-il entravé? Quel dommage a-t-il infligé aux Allemands qui en ont subi l'impact? Ceux qui, de ce fait, ne pouvaient plus traverser ce champ, cette route, cette nuit-là. La question de l'Américain ne portait pas sur l'action directe de l'obus, mais plutôt sur son effet dissuasif. Et la dissuasion possède une évolutivité que le ciblage direct n'a pas, étant donné sa capacité à être appliquée simultanément sur plusieurs sites. Cibler des zones vacantes, des sites potentiels ou des lieux actuellement inhabités. Même si le projectile ne touche rien, le terrain reste inutilisable pour quiconque tenterait de l'utiliser par la suite. La perspective allemande se demandait: est-ce que tirer cela en vaut la peine? Le point de vue américain, cependant, était: pouvons-nous nous permettre de ne pas tirer? En 1944, la réponse américaine était sans équivoque, négative. Nous ne pouvons pas nous permettre de cesser le feu. Nous ne pouvons pas accorder aux Allemands un seul instant de tranquillité. Nous ne pouvons pas leur permettre d'assimiler à tort le calme à la sécurité. Par conséquent, les opérations d'artillerie américaines en 1944 apparaissent comme une pure folie dans les récits allemands. Pourtant, dans les archives américaines, elles représentent l'entreprise militaire la plus efficace. Ils effectuaient 2 calculs distincts, utilisant 2 métriques disparates.
Ceux-ci provenaient de deux bases industrielles distinctes, et seule l'une de ces bases industrielles rendait de tels calculs réalisables. Dès la deuxième année de la campagne de l'Ouest, les Allemands avaient discerné une erreur dans leur interprétation de l'approche américaine. Ils avaient réalisé que ce qu'ils percevaient comme du gaspillage produisait des résultats qui n'auraient pas dû être possibles. Un général, qui avait dirigé certaines des unités les plus redoutables de la Wehrmacht, a commencé à documenter sa perspective à ce sujet, comme détaillé dans la 4e partie. Le réveil allemand. Le maréchal Erwin Rommel avait été témoin de toutes les actions imaginables qu'une armée pouvait infliger à une autre. Il avait engagé le combat contre les Français en 1940. Il a joué un rôle déterminant dans la formation de l'Afrika Korps. Il avait infligé des défaites importantes aux Britanniques dans le désert. Il avait même supporté le surnom de « renard du désert », attribué par des adversaires qui le voulaient comme un éloge. À l'été 1944, alors qu'il était en Normandie, ses rapports de terrain contenaient des formulations qui, pour quelqu'un de la prudence professionnelle inhérente à Rommel, s'apparentaient à un cri d'alarme. Les déclarations de Rommel dans ses dépêches de la campagne d'Italie et plus tard de Normandie ont été conservées et citées par les historiens militaires pendant 8 décennies en Italie. Il a documenté l'avantage écrasant de l'adversaire en artillerie et a noté que cette domination avait percé les lignes de front. Pendant la campagne de Normandie, il a détaillé l'avantage artillerie significatif des Alliés et ce qu'il a appelé les réserves de munitions exceptionnellement vastes qui le soutenaient. Le maréchal allemand, au milieu de l'engagement défensif pivot de sa vie professionnelle, a communiqué à ses supérieurs que le problème fondamental n'était pas les stratégies américaines, ni leur bravoure, ni leur leadership, mais plutôt la chaîne d'approvisionnement américaine en munitions. Il n'était pas le seul à partager cette évaluation. Fritz Bayerlein, qui avait été le chef d'état-major de Rommel en Afrique du Nord et avait ensuite dirigé la Panzerlehr Division, la division blindée la plus richement équipée jamais déployée par la Wehrmacht, a rencontré l'artillerie américaine le 25 juillet 1944 lors de l'opération Cobra, l'effort de percée américain près de Saint-Lô. Les Américains ont lancé leur assaut terrestre avec ce qui était alors le barrage aérien et d'artillerie le plus concentré jamais vu dans le conflit. La description de cet événement par Bayerlein a été conservée dans les récits historiques, disponibles en allemand et en anglais, et a été citée par tous les historiens réputés de la campagne de Normandie. Dans ses écrits d'après-guerre, son récit décrivait des bombardiers arrivant en flux continu, comme sur une chaîne de montage. Il a noté le bombardement en tapis, incessant, d'avant en arrière. Il a enregistré que les emplacements d'artillerie étaient anéantis, les chars renversés et enterrés, les bastions d'infanterie rasés, et toutes les voies et chemins démolis. À midi, a-t-il observé, toute la région ressemblait à une surface lunaire, un terrain criblé de cratères de bombes se rejoignant bord à bord. Toutes les formes de transmission de signaux avaient été coupées, rendant tout commandement impossible. L'impact psychologique sur les soldats, a documenté Bayerlein, défiait toute description. Un certain nombre de ces hommes ont sombré dans la folie, courant frénétiquement dans des zones exposées jusqu'à ce que les éclats d'obus les abattent. Bayerlein a ensuite déclaré qu'il avait subi des pertes s'élevant à au moins 70% de ses forces. Qu'il soit mort, blessé, devenu fou ou simplement désensibilisé, particulièrement désensibilisé par sa puissance écrasante, tel fut l'effet profond de l'artillerie américaine sur la psyché d'un soldat expérimenté, habitué à comprendre la dynamique des batailles. Elle ne se contentait pas de mettre fin à sa vie, elle anéantissait sa capacité à discerner les moments de sécurité. C'est précisément là que l'avantage tactique de l'Amérique fut amplifié par un développement novateur. Alors que Rommel rédigeait méticuleusement ses dépêches et que Bering assistait à la disparition de sa division, l'armée américaine possédait une arme clandestine, bien que pas encore autorisée à être déployée contre les forces terrestres allemandes. Connue sous divers noms, fusée de proximité, fusée à temps variable ou simplement fusée VT, cette innovation était en route vers les Ardennes. Les obus d'artillerie traditionnels détonnaient en frappant une surface. Cependant,
Si un tel obus atterrissait dans un sol mou, il s'y enfouissait avant la détonation, diminuant considérablement son potentiel destructeur, une grande partie de l'explosion étant absorbée ou dispersée vers le haut. Auparavant, un soldat couché à plat ventre avait une réelle chance de survie. La fusée VT a fondamentalement modifié cette réalité. Ce dispositif, un émetteur radio miniature intégré à la pointe de l'obus, déclenchait automatiquement l'explosion du projectile à l'altitude calculée idéale au-dessus du terrain, transformant efficacement chaque tir en une explosion aérienne impeccable. Des fragments de métal pleuvaient directement sur quiconque se trouvait en dessous. Un trou de renard n'offrait aucune protection. S'allonger à plat ne garantissait aucune sécurité. La seule défense était un abri aérien. Jusqu'à fin 1944, l'US Army Air Force avait interdit le déploiement des fusées VT contre des objectifs terrestres. Ceci était dû à la crainte que si les Allemands capturaient un spécimen, ils pourraient le rétro-ingénierie pour en faire des munitions antiaériennes capables d'infliger de graves dommages aux escadrons de bombardiers alliés. Cependant, le 16 décembre 1944, coïncidant avec le début de la bataille des Ardennes, cette interdiction fut levée. Des obus équipés de fusées VT commencèrent à être distribués aux unités d'artillerie américaines le long de toute la ligne de front. Le général George S. Patton envoya une correspondance au département de la guerre quelques jours seulement après cela. Cette lettre particulière est conservée dans les archives historiques et a été citée dans chaque récit faisant autorité concernant l'artillerie américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans son contenu, Patton raconta avoir intercepté un bataillon allemand tentant de traverser la rivière Sor. Patton décrivit avoir déchaîné sur eux un barrage de bataillons concentrés d'obus à fusée, fournissant ensuite un rapport de perte. Conscient de l'exigence du département de la guerre pour des chiffres précis, il déclara, par décompte réel, que son bilan était de 702 morts. Une seule confrontation a entraîné la mort de 702 soldats allemands par une attaque concentrée. Dans cette même lettre, Patton écrivit également que si toutes les armées venaient à posséder cet obus particulier, elles seraient contraintes de formuler de nouvelles stratégies de combat. Considérez les implications. À cette période, les observateurs avancés américains, opérant des avions Piper Cub L4 Grasshopper à une altitude de 1000 pieds, étaient responsables de 97% de tous les ajustements de tir d'artillerie sur le théâtre européen, du jour J au jour de la victoire en Europe. Tout soldat allemand observant un Grasshopper en cercle comprenait, comme le notait l'officier de liaison officiel de l'histoire de l'aviation américaine, qu'une frappe d'artillerie américaine mortelle s'abattrait sur eux en quelques instants. Par conséquent, les mouvements allemands pendant les heures de jour devinrent, pour citer ce récit historique, problématiques, un euphémisme militaire pour suicidaire. Les forces américaines possédaient la capacité d'observer chaque objet en mouvement. Elles pouvaient engager immédiatement toute cible repérée. De plus, elles pouvaient lancer des missions de tir de harcèlement contre tout ce qu'elles ne pouvaient pas percevoir directement. À partir de décembre 1944, les obus américains commencèrent à détonner au-dessus des trous de renard plutôt qu'à l'intérieur. Pour un commandant allemand faisant l'expérience directe, il n'y avait pas de réponse tactique viable. Le camouflage était inefficace, car les abris existants n'offraient aucune protection. Le mouvement de jour était impossible, car les Grasshoppers les détecteraient inévitablement. Le mouvement nocturne était tout aussi périlleux, car les tirs de harcèlement et d'interdiction H et I les intercepteraient. Le tir de contre-batterie était futile. Le temps que leurs équipages calculent une solution de tir, le FDC, Centre de direction de tir américain, aurait déjà engagé un objectif différent. En fin de compte, même préserver le bien-être mental de leurs soldats devint impossible. Les troupes, comme l'observa Bayerlin, devinrent désensibilisées. Dans leur évaluation initiale, les Allemands avaient correctement identifié un aspect. L'artillerie américaine obtenait un effet sans précédent. Leur erreur, cependant, résidait dans une mauvaise interprétation de la nature et de la direction de cet impact nouveau. Si votre père, grand-père ou oncle a servi dans l'artillerie de campagne américaine,
les 2e, 29e ou 8e divisions d'infanterie, la 3e armée de Patton ou toute autre unité qui a engagé des positions allemandes en 1944, j'apprécierais grandement que vous partagiez leur nom et leur unité dans la section des commentaires. La plupart des individus qui ont opéré ces armes ne sont plus parmi nous. Ce qui perdure, ce sont les récits conservés par leurs familles. Ces témoignages méritent d'être inclus dans les annales historiques. Section 5. Le jugement. 23 mars 1945. Le Rhin. Ce fleuve représentait le dernier obstacle naturel protégeant le cœur de l'Allemagne. Pendant 140 ans, aucune armée étrangère n'avait franchi de force les défenses du Rhin, un exploit non réalisé depuis l'époque de Napoléon. Par conséquent, les Allemands avaient méticuleusement élaboré leur stratégie défensive en faisant du fleuve leur point central. Ils le considéraient comme une frontière infranchissable, que les Américains, malgré leur immense puissance de feu, ne pourraient pas franchir sans encourir un coût inacceptable. Cependant, dans la soirée du 23 mars, la 9e armée américaine, commandée par le général William Simpson, agissant de concert avec le 21e groupe d'armée du maréchal Montgomery, commença un barrage d'artillerie contre les positions allemandes situées sur la rive est. Selon les rapports documentés du 945e bataillon d'artillerie de campagne et les archives historiques associées, environ 2070 pièces d'artillerie américaine y participèrent. Avec l'ajout de l'artillerie britannique et canadienne, le total général atteignit environ 4000 armes. Les historiens ont rapporté que les éclairs de bouche de ces canons étaient discernables sur toute l'étendue de la rive ouest plate du fleuve. Ces rapports identiques indiquent une cadence de tir approximative de 1000 coups par minute, avec plus de 65 000 obus tirés pendant le bombardement initial. Les bataillons d'assaut de la 30e division d'infanterie entrèrent ensuite dans l'eau, anticipant la traversée de rivière la plus difficile de tout le conflit. Peu de résistance fut rencontrée. Les forces allemandes sur la rive est du fleuve avaient été si complètement neutralisées que les premières troupes américaines débarquèrent face à une opposition minimale. En seulement 4 jours, la 9e armée sécurisa une tête de pont s'étendant sur 35 miles de large et 20 miles de profondeur. Le Rhin, pierre angulaire de la défense stratégique allemande, n'était plus une barrière. Ce n'était pas parce que l'infanterie américaine combattait plus férocement ou que les chars américains étaient supérieurs aux Allemands, mais plutôt parce que les Américains avaient déversé 65 000 obus d'artillerie sur la rive est du fleuve avant même qu'un soldat ne monte à bord d'un navire. L'armée allemande, lors de sa reddition en mai 1945, ne capitula pas par manque d'effectifs. Au lieu de cela, elle céda parce que, unité par unité, entre les accalmies des barrages d'artillerie américains, il devint clair que le conflit était une équation mathématique que l'Allemagne ne pouvait pas gagner. On ne peut pas faire la guerre quand chaque carrefour routier est bombardé à 2h23 du matin. Il est impossible de mener une guerre lorsque chaque position élevée reçoit 20 bombardements concentrés chaque nuit. Vous ne pouvez pas soutenir un conflit où l'observateur avancé de l'adversaire plane constamment à 1000 pieds au-dessus. Lorsque les munitions ennemies explosent au-dessus de votre abri plutôt que d'impacter le sol, et que leur chaîne d'approvisionnement fonctionne comme un flux incessant de camions, le combat devient intenable. Les récits historiques officiels américains notent constamment, comme l'a dit un officier de l'époque, que les prisonniers de guerre allemands commentaient fréquemment l'immense quantité de tirs d'artillerie américains. Ils notaient sa précision, sa rapidité et sa capacité à frapper sans préavis. À plusieurs reprises, lors des interrogatoires, ils ont observé le mépris apparent des commandants américains pour la quantité de munitions utilisées. En fin de compte, les Allemands ne comprenaient pas cela mieux qu'en Normandie. Ils reconnaissaient simplement qu'ils étaient en train de perdre, et cette conclusion découle d'un examen approfondi de toutes les preuves disponibles. Les Allemands avaient raison de percevoir l'utilisation de l'artillerie américaine comme apparemment excessive. Ils ont noté avec précision que les Américains tiraient des milliers d'obus sur des emplacements dépourvus de personnel. Ils avaient également raison de dire que de telles tactiques n'auraient jamais été approuvées par aucune doctrine allemande. De plus,
Ils ont correctement identifié que cette approche contrevenait à chaque principe de la discipline d'artillerie inculquée aux officiers allemands. Leur erreur résidait dans la mauvaise interprétation du but de ce bombardement. Les Allemands évaluaient les Américains selon leurs propres normes doctrinales, le rapport entre les obus tirés et les pertes infligées. Selon cette mesure, les Américains se comportaient terriblement, se classant comme le corps d'artillerie le moins efficace du conflit. Ils dépensaient 10 obus pour chaque victime allemande, parfois 100, ou même 1000 sur une colline inhabitée. Selon les normes allemandes, la branche d'artillerie américaine représentait un échec monumental de conduite professionnelle. Cependant, la mesure américaine ne concernait pas les obus par victime. Il s'agissait de ce que ces obus empêchaient les Allemands d'accomplir. Cela entravait leurs mouvements diurnes, perturbait leur repos nocturne et obstruait les efforts de réapprovisionnement en temps voulu. Cela empêchait leur contre-attaque de se former, car les zones de rassemblement étaient soumises à des barrages d'artillerie équivalents à 3 divisions américaines, avant même que les unités d'assaut ne puissent s'organiser. Cela empêchait l'effort de guerre allemand d'être un combat équitable, car la parité était impossible lorsque les munitions d'un côté étaient illimitées et celles de l'autre étaient rationnées à 50 coups. Cela révèle le principe philosophique fondamental, un principe que le Truppenführer n'a jamais saisi et que les Allemands ont passé toute la guerre à essayer de comprendre. L'approche américaine ne se concentrait pas sur des projectiles isolés. Son essence résidait dans la suppression collective des capacités ennemies. Un obus, même s'il ne causait aucune victime, remplissait néanmoins son objectif en étant en l'air au-dessus d'un carrefour routier allemand. La simple présence de cet obus dans le ciel signalait que le convoi allemand ne passerait pas par cette route ce soir-là. Multipliez cet obus unique par des dizaines de milliers. Étendez ces carrefours sur des centaines. Prolongez ces nuits en mois. Les Allemands ne succombaient pas à des projectiles américains individuels. Leur défaite provenait de l'effort cumulatif américain, un phénomène qui se produit lorsqu'une puissance industrielle entière considère les munitions comme une denrée inépuisable. Une équipe d'artillerie allemande, conservant méticuleusement ses maigres 50 coups, n'aurait pas pu obtenir un tel effet, même si elle l'avait désiré. Il manquait des munitions nécessaires. Il manquait des véhicules de transport. Il manquait des installations de fabrication. Il manquait des avions de reconnaissance. Il manquait des centres de contrôle de tir sophistiqués qui étaient connectés par radio à chaque batterie à portée. Il manquait de la fusée de proximité. Il manquait de Surberg et par conséquent, leur doctrine militaire devait être fondée sur le principe des ressources limitées. Par conséquent, leurs commandants furent contraints de considérer l'abondance américaine comme de l'ineptie, car leur cadre conceptuel n'offrait aucune autre interprétation. Les Américains n'étaient ni extravagants ni négligents. Les Américains avaient accompli quelque chose de plus difficile que le simple gaspillage ou la négligence. Ils avaient, fondamentalement, saisi la vraie nature de la guerre industrielle et avaient ensuite construit une armée capable de la mener. Erwin Rommel l'a reconnu tard dans sa vie et a documenté ses réflexions. Seuls les historiens ultérieurs l'apprendraient. Fritz Berlin fut témoin de la transformation de sa division en un paysage désolé et le consigna dans ses écrits d'après-guerre. Le major allemand anonyme, interrogé par un officier américain après la bataille des Ardennes, a qualifié les tirs d'artillerie américains d'indiscriminés. Il observa avec précision que les Américains ne ciblaient pas précisément. Ce qu'il ne parvint pas à comprendre, c'est que, au-delà de la portée d'une seule batterie, ils avaient déterminé que le ciblage précis n'était plus l'objectif principal. L'objectif était d'établir la domination, de refuser l'ennemi et de saturer l'espace entre le soldat allemand et sa capacité à dormir, manger, se déplacer, se réapprovisionner ou se reposer avec un barrage incessant de petits projectiles d'acier. Chacun d'eux avait un coût de production quantifiable dans une usine américaine qui, au printemps 1942, avait fabriqué 567 000 obus d'un seul calibre en un mois. La guerre est fondamentalement une compétition de capacité financière. Les Allemands, en revanche, ne pouvaient se permettre que la précision.
Les Américains possédaient les ressources nécessaires pour une défense proactive. Tout au long du conflit de 1941-1945, cette approche préventive a eu un effet multiplicateur. Ses conséquences étaient claires. Une division allemande ne pouvait pas contre-attaquer parce que son dépôt de carburant avait été bombardé à 3 heures du matin, et un régiment de Panzer atteignait son point de rassemblement avec la moitié de ses véhicules manquants. Ces véhicules avaient été abandonnés sur une route identifiée par un Piper Cub. Cet impact cumulatif fut également mis en évidence par l'observation de Fritz Berlin, selon laquelle ces soldats avaient perdu la tête et chargé à découvert. Le désarroi parmi les troupes allemandes ne pouvait pas être obtenu par des frappes chirurgicales. Il nécessitait un volume écrasant. Et ce volume immense, c'est précisément ce à quoi les Allemands ont été confrontés depuis leur première rencontre avec l'artillerie américaine en Afrique du Nord en 1943, jusqu'à leur reddition finale en mai 1945. Ils n'ont jamais développé la doctrine pour comprendre cela, car leurs principes stratégiques ont été forgés par une armée qui manquait de munitions pour les dépenser généreusement. Notre doctrine, l'américaine, a cependant été établie par une armée qui avait correctement déterminé que le terme « gaspillage » ne s'appliquait tout simplement pas. Si cette analyse détaillée vous a offert de nouvelles perspectives, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela aide cette chaîne à rester visible pour les spectateurs qui recherchent l'histoire telle qu'elle s'est réellement déroulée. Abonnez-vous si vous êtes intéressé par le prochain épisode, car il y a beaucoup plus d'histoires à raconter. Plus de doctrines, plus de généraux et plus d'individus. Pensez aux artilleurs de la batterie C, 28e bataillon d'artillerie de campagne, qui ont personnellement gravé leurs obus, et aux chauffeurs afro-américains du Red Ball Express, dont les efforts ont rendu tout cela possible. Retenez ceci à propos des individus qui ont utilisé ces armes. Ils ne visaient pas à gaspiller des munitions. Leur véritable objectif était de ramener leurs camarades soldats à la maison. Le cadre opérationnel qu'ils ont construit a permis d'atteindre cet objectif, car ils saisissaient une vérité fondamentale que les Allemands ne pouvaient tout simplement pas se permettre de comprendre. Ils méritent d'être commémorés, tant par leurs noms individuels et leurs unités militaires, que pour le travail vital qu'ils ont accompli avec la vaste production industrielle d'acier que leur nation a mise entre leurs mains.